Bonjour, bonjour ou rebonjour, bonjour si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue au WEX de Marchand-Famenne pour ce 5e Smart City Wallonia. Après une première thématique sur la Smart Mobility, nous poursuivrons avec le deuxième sujet de la journée, quel est l'impact de la digitalisation sur les pouvoirs locaux. Pour en parler, nous accueillons Pierre Petit, directeur conseiller à la formation au Centre régional de la formation. Nous accueillons également Amélie Debroux, directrice générale de la commune de Hanu. Nous accueillons Fernand Flabat, directeur général de la commune de Waterloo. Bonjour. Bonjour. Et nous accueillons Odile Dupont, experte partenariat au sein du Forum. Bonjour. Avant d'entamer la discussion, un mot d'ordre, vos questions, vos réflexions. Le chat est ouvert, nous attendons vos réactions et nous en ferons part à l'issue de la présentation. Une présentation qui va répondre à une série de questions telles que l'impact du digital sur le management, sur les organisations, sur le personnel, sur la fonction RH, sur la formation. On va passer ces différentes thématiques en revue et je laisse directement la parole à Pierre Petit. Merci beaucoup. Eh bien, on vit une période un peu particulière, puisque une période de pandémie qui nous a tous confrontés à la nécessité de faire du télétravail, en fait, pour ceux qui pouvaient télétravailler. Et je vais dire, ça a été une survenue massive et universelle qui a fait qu'on a dû tous s'y mettre. Et donc, laissant parfois l'impression que le télétravail, c'est la digitalisation. Et en fait, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que ce n'est qu'un arbre qui cache, oserais-je dire, la forêt. Cache la forêt parce que, quelque part, le télétravail cache la forêt de cette 4e révolution industrielle qui va nous survenir et qui nous survient déjà, et qui est véritablement une transformation digitale. Alors, cette 4e révolution, elle est caractérisée par des connectivités, des connexions entre, évidemment, les outils, les appareils, entre les logiciels, entre les bases de données. On va devoir, bien évidemment, traiter des masses et croiser des masses d'informations en même temps, et tout cela aussi dans un cadre qui devra tenir compte de la cybersécurité. Ce qui veut dire que plus que jamais aujourd'hui, véritablement, l'homme va interagir de plus en plus avec la machine, et ce qui va inéluctablement provoquer des changements de métier, des mutations profondes de métier. Alors, évidemment, c'est une révolution que d'aucuns craignent, et on peut le comprendre. Et donc, on va être confronté face à ce qu'on pourrait considérer comme un accélérateur de transformation, de disruption digitale. Et on pouvait croire que ça allait être unique et que tout le monde allait avancer parce que dans cette période, justement, nous sommes confrontés à ces mutations. Et puis, de quoi est-ce qu'on se rend compte fait, c'est que l'avancée n'est pas unique, elle n'est pas la même partout parce que cela dépend déjà de la maturité digitale des organisations, mais aussi des moyens qu'elles vont pouvoir mobiliser pour mettre en œuvre cette digitalisation. Alors, il y a effectivement un triple risque de fracture digitale, à la fois pour les organisations, à la fois pour les travailleurs, mais aussi pour les usagers. Or, comme on est dans un système qui accélère très vite, on dit que cette 4e révolution est 10 fois plus rapide que la précédente, eh bien, on n'a pas de recul non plus sur ce que va être l'organisation du travail demain et la mutation des emplois. Et je voudrais vous lire une phrase de Yuval Noah Harari, donc l'auteur de Sapiens et de 21 leçons pour le 21e siècle. Il est généralement admis que l'apprentissage automatique et la robotique changeront pratiquement tous les métiers, de la production de yaourts à l'enseignement du yoga.
En revanche, les avis sont partagés sur la nature du changement et son imminence. D'aucuns croient qu'en l'espace d'une décennie à deux seulement, des milliards de gens seront devenus économiquement superflus. D'autres soutiennent qu'à longue échéance, l'automation continuera d'engendrer de nouveaux emplois et assurera à tous une plus grande prospérité. Vous dire que sera la fonction publique locale en 2050, car on le sait, le secteur public, et particulièrement le secteur public local, sera aussi dans cette évolution inéluctablement. Et nous ne pouvons pas dire effectivement comment elle va évoluer, mais en tout cas, nous avons déjà identifié 4 grands axes où il y aura des impacts. Donc tout d'abord, le management, les organisations et le personnel, ce qu'on appelle la fonction RH et enfin la formation. Et donc, avec Amélie, peut-être nous allons tout de suite nous interroger sur, par rapport à quelqu'un qui vit cela au quotidien dans un pouvoir local, dans une commune en l'occurrence, quels sont ces impacts du management dans la commune d'Anneux, mais plus largement, puisque vous êtes aussi membre de la Fédération des directeurs généraux de communes de Wallonie. Oui, merci Pierre. Donc effectivement, on a ressenti l'impact du management, l'impact de la crise et finalement de cette digitalisation forcée. Au niveau du management, il y a quand même eu un changement qui a été un peu radical. Et donc on appréhende pas mal la manière de fonctionner. Donc vous avez parlé de données tout à l'heure. On sait que c'est un gros challenge, la gestion de ces données. On sait également que tous les outils numériques qui sont mis à notre disposition, eh bien, il faut pouvoir les utiliser. C'est vrai qu'on a eu l'habitude de fonctionner avec des programmes, des plateformes, ce genre de choses. On constate que dans les faits, souvent, on utilise 10 à 15% des fonctionnalités des programmes. Et donc, il faut qu'on puisse anticiper, bien analyser nos besoins, consulter également beaucoup tout le personnel, donc ça veut dire du manager, du responsable de service, jusqu'à, je prends l'exemple de la personne qui travaille au guichet du service population état civil. Donc on doit pouvoir se concerter avec tous les acteurs pour pouvoir avoir vraiment des outils et donc une stratégie finalement numérique et digitale, bien réfléchir à cela, pour pouvoir avancer et finalement continuer à faire notre métier de base qui est le service aux citoyens. Ça, c'est important aussi. Souvent, on voit que on vient nous présenter des outils, on vient nous montrer des programmes qui sont très très beaux sur papier et on perd parfois l'objectif principal qui est ce fameux service aux citoyens. Et donc, le citoyen doit évidemment rester au centre des préoccupations de nos communes. Alors, la crise nous a finalement fait basculer, on le savait, qu'on allait être confronté au niveau digital à une réforme qu'il allait falloir se lancer, qu'on allait devoir pouvoir mettre des choses en place. Et finalement, j'ai envie de dire, il faut aussi pouvoir tirer les enseignements de ce qui nous est à tous tombé dessus, qui est ce fameux télétravail où on a constaté on n'était pas prêt, tout simplement. Que ce soit au niveau de la gestion, ce n'est pas quelque chose d'habituel à faire, que ce soit au niveau des outils qu'on a mis à disposition de nos travailleurs, ça aussi c'était quelque chose qui était vraiment... chez nous, il y avait royalement 10 personnes qui avaient un PC portable. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour équiper convenablement nos agents, donner accès à nos agents au programme, au serveur, comment est-ce qu'on les outille convenablement pour pouvoir fonctionner. Et donc, j'ai la chance, moi, d'avoir un service informatique, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes aussi. Donc, Anneux, c'est 16 500 habitants. Et j'ai 2 informaticiens partagés entre le CPS et la commune. Et donc, on a pu compter sur eux. Mais j'ai beaucoup eu de contact avec mes collègues de plus petites communes pour qui ça a été compliqué aussi à mettre en œuvre. Et donc, malheureusement, parfois, les moyens humains au niveau technique ne sont pas là. Et donc, il faut aussi pouvoir tirer les enseignements et se dire, tiens, en termes de force, faiblesse, moi j'ai constaté que j'avais pu compter sur un personnel qui était très volontaire, qui avait envie de s'investir et donc qui a très vite finalement utilisé ce qu'on mettait en place. On a constaté qu'on avait une grande qu'on n'était pas du tout mature au niveau digital et donc c'est petit à petit qu'on a réglé les problèmes pour pouvoir remettre tout le monde au niveau du travail. Et alors, on s'est dit, là il y a une opportunité, on va pouvoir
pouvoir se lancer finalement sur nos besoins, analyser nos besoins au niveau de tout ce qui est numérisation digitale. Mais alors une des menaces, c'était de ne pas savoir adapter le management. Et donc, Fernand, voilà, le management, tu le vis aussi dans ta commune, qui est la commune de Waterloo. Tu le partages aussi avec tes collègues, puisque tu es le président de la Fédération des directeurs généraux de communes. Et donc, comment toi as-tu vécu cette situation? Mais je crois que la grosse problématique qu'on a eu tous, c'est qu'on est effectivement plongé dans un système sans avoir pu se préparer. Donc, comme Amélie l'a très bien dit, on s'est retrouvé du jour au lendemain dans une situation où on a dû mettre à disposition du personnel des outils informatiques leur permettant de travailler à distance, dans le cadre de procédures qui n'étaient pas nécessairement clairement définies, et même au niveau des règlements de travail, au niveau des statuts qui n'étaient pas prévus. Et bon, ça, je dis que ce n'est pas trop grave, encore une fois, parce qu'il y avait quand même des dispositions, des arrêtés ministériels, des lois spéciales qui permettaient, des arrêtés royaux qui permettaient de travailler de cette manière-là sans se soucier de la difficulté juridique, entre guillemets, du statut des agents, du régime juridique qui est lié à l'administration. Mais effectivement, comme Amélie l'a très bien souligné, c'était la grosse difficulté de basculer du jour au lendemain dans un système de procédure qui n'était pas prévu en tant que tel. Mais je crois aussi qu'on a pu compter sur la volonté de chaque agent de vouloir faire un maximum. Nous, on a eu la chance, mais bon, on n'est pas ici pour discuter d'un cas particulier d'une commune, de pouvoir équiper nos agents en moins d'une semaine. Tout le monde a pu travailler chez lui à distance. Mais c'était la chance aussi que pas mal de communes avaient aussi par avant digitalisé déjà leur processus. Je pense par exemple à tout ce qui est la gestion électronique des délibérations, qui avait déjà été mis en place dans pas mal de communes et qui permet justement de travailler à distance. Parce que l'agent est chez lui, il prépare sa délibération, il prépare le dossier, tout se fait entre guillemets de manière automatisée. Et donc ça, c'était quand même un premier plus pour nous. Mais il est clair qu'on va devoir maintenant réfléchir probablement plus globalement sur un fonctionnement à distance de l'administration, tant au point de vue du régime juridique des agents qu'au niveau de la relation avec le citoyen. Et concrètement, comment est-ce que tu as pu vivre ça au quotidien? Je veux dire, manager à distance, c'est déjà autre chose aussi, puisque dès le moment où on a des agents qui sont chez eux et non pas dans un contexte de travail où ils peuvent partager, et je vais dire quelque part échanger de manière humaine plutôt que technologique, comment as-tu vécu cela? Là, encore une fois, je crois que la réalité est différente en fonction de la taille des communes. Comme Amélie l'a très bien dit, c'est une commune de 16 000 habitants chez elle, 30 500 chez moi. Mais quand on regarde la typologie des communes wallonnes, la majorité des communes wallonnes, c'est des communes de moins de 10 000 habitants. Il est clair que dans une commune de 30 000 habitants ou des communes plus importantes, on a un certain nombre d'agents qui peuvent toujours être là sur le terrain, qui sont polyvalents. Il n'y a pas qu'un seul agent qui fait de l'urbanisme, il n'y a pas qu'un seul agent qui s'occupe des registres de population, de registres d'état civil, ce genre de choses. Donc, c'est déjà une différence de management différente. Il est clair que dans une administration plus importante, on est structuré en pôle ou en direction, on les appelle comme on veut. Et donc, le management des équipes, c'est surtout fait au niveau des directeurs de pôle qui ont mis en place toute une série d'outils. Ils ont utilisé ce qui existait sur le marché, bêtement, faire un groupe WhatsApp avec l'ensemble des agents du service urbanisme, par exemple. Mais ça leur permettait, dans un premier temps, d'avoir un suivi sur les dossiers hôtes, et puis ils se sont structurés tout doucement. Il est clair que même Teams, pour prendre ça, au début, fonctionnait quand même pas nécessairement, c'était pas top. Et puis, avec le temps, en tout cas avec le deuxième confinement, les outils ont été plus adaptés, en tout cas plus fluides, et ont permis véritablement aux agents de recréer leurs équipes. Mais ils ont dû recréer digitalement leurs équipes, entre guillemets, à distance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est comme on a effectivement un système où les agents ne se voient plus, comme on doit théoriquement favoriser le télétravail, ce qui fait que les agents soient un 5e temps présents au bureau et 4/5e temps chez eux en moyenne. Mais c'est clair qu'il faut vraiment passer par ce lien digital pour recréer. Donc, c'est à la place de faire des réunions d'équipe sur place, ils font les réunions d'équipe sur Teams ou par Zoom. Je parlais tout à l'heure de la triple fracture numérique. Tu as ressenti très fort chez certains une faiblesse, une difficulté à ce changement et cette adaptation à titre personnel? Encore une fois, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait basculé avant, en tout cas dans un système de e-délibération et de gestion électronique du courrier des délibérations, donc les agents étaient habitués. Donc, mais c'est clair que la fracture numérique, nous, on ne l'a pas trop ressentie, mais je me doute que dans certains cas, ça a dû être compliqué quand des agents étaient habitués à traiter simplement travailler sur un système Word et qu'on leur fait basculer dans un autre système, mais c'est clair que c'est différent comme manière de fonctionner. Est-ce qu'il y a déjà une perception, je vais dire dans des équipes, que quelque part, quand je disais tout à l'heure que l'arbre allait cacher la forêt,
Est-ce qu'il y a déjà une prise de conscience de ce besoin de se tourner, de s'adapter à la digitalisation qui dépasse bien largement, évidemment, le cadre du télétravail? Ou est-ce que c'est encore une prise de conscience relativement diffuse pour l'instant? Je crois qu'il faut examiner, si on veut examiner vraiment la question de la digitalisation, pour moi, il faut la faire à 4 niveaux. Il y a le niveau du citoyen, il y a le niveau de l'autorité politique, il y a le niveau des agents et il y a le niveau du management de l'administration. Quand j'entends le management, c'est le comité de direction en tant que tel. Je crois qu'au niveau des citoyens, le citoyen va adhérer à un système de digitalisation des services publics s'il a véritablement un plus pour lui, s'il reçoit quelque chose qui va lui permettre d'avoir un plus, de pouvoir, je vais dire, avoir une plus-value. Et ça, je crois que certains citoyens le ressentent sans problème. Il n'est pas encore applicable au niveau communal, mais je prends l'e-box. L'e-box, c'est un bel outil, en tout cas c'est mon avis, parce que c'est justement avec ce type de technologie, le citoyen a la certitude de pouvoir déposer des documents vis-à-vis de l'administration en ayant une authentification, on est sûr de recevoir des documents, on a une simplification des choses. Mais je crois qu'il faut vraiment aussi comprendre les besoins du citoyen par rapport à ça. Et donc on doit peut-être se réinventer au niveau des procédures, peut-être même que des procédures en matière d'urbanisme ou autre doivent être réinventées pour pouvoir travailler justement avec ce système de guichet virtuel où on doit quand même, et ça j'insiste, éviter la fracture numérique par rapport à certains citoyens. On l'a vu ici dans des débats sur la mobilité, quand on parle de suppression de guichets aux gares, ce que ça peut susciter comme débat. Et donc on ne peut pas envisager, un service public communal en tout cas, ne peut pas envisager de tout basculer en numérique. On devra toujours garder une possibilité d'accompagner le citoyen qui n'a pas accès pour des raisons d'intérêt ou simplement des raisons financières de ne pas pouvoir acquérir les outils nécessaires. On doit pouvoir toujours garder ce travail en numérique et ce travail entre guillemets en présentiel vis-à-vis du citoyen. Mais je crois aussi qu'on doit réfléchir sur 3 éléments. Pour moi, on peut susciter l'adhésion du citoyen si on répond à de la simplicité, de la rapidité et de la proximité. Alors, simplicité, c'est clair que l'outil doit être simple. Si les citoyens doivent faire 36 manipulations pour arriver à l'obtention d'un document ou poser une question, ça ne va pas fonctionner. Donc là, vraiment, on doit avoir une réflexion avec des systèmes d'attribution de numéros automatiques, d'accusé de réception de mail, ce genre de choses, pour que le citoyen téléphone à l'administration et dit voilà, j'ai envoyé un mail, j'ai eu la référence à tel, et on peut directement l'aider. Rapidité, c'est clair que si les procédures en numérique prennent plus de temps que les procédures en présentiel, si le citoyen vient au niveau de l'administration, pour ce qui est possible, hein, on est bien clair qu'une carte d'identité, un passeport, c'est pas possible de le faire à distance, mais je pense par exemple des dossiers d'urbanisme qu'on pourrait envisager à ce niveau-là, mais il doit y avoir une rapidité. Si le citoyen ne voit pas l'intérêt à ce niveau-là, c'est un autre problème. Et pour moi, c'est peut-être le paradoxe, c'est qu'on dit proximité. Proximité en ce sens que l'avantage de la numérisation, de la digitalisation, c'est qu'on va pouvoir isoler des procédures très standardisées où là, vont pouvoir se passer vraiment dans le digital. Il n'y a pas d'interaction entre l'agent et le citoyen, où je dis que l'interaction est quasi inutile. Si c'est pour venir déposer un dossier et avoir un cachet dessus pour une date certaine pour la date du dépôt, ça n'a aucun intérêt. Et se concentrer justement, mais peut-être en contactant un citoyen à distance, pourquoi pas, via des outils comme Teams ou Zoom, on peut l'envisager, de pouvoir se consacrer un peu plus de temps à un citoyen qui pose des questions et qui peut le faire en prenant un quart d'heure de pause au bureau, sans devoir nécessairement prendre une demi-journée de congé pour venir poser une question, des conditions pour pouvoir repeindre sa façade ou changer ses châssis. Et donc, c'est de l'avenir, c'est déjà un peu du présent, mais ça va être encore beaucoup plus de l'avenir, et on va devoir s'y préparer. Est-ce qu'il y a une maturité, ou est-ce qu'il y a quelque part un conseil à donner en termes justement d'implication de la hiérarchie? Tu l'as dit tout à l'heure, c'est à tous les, ou je crois que c'est Amélie qui l'a dit, c'est à tous les niveaux évidemment de l'administration au sens large du terme, mais il y a aussi, je vais dire, un management, tu n'as pas cité le comité de direction, et des chefs de service qui vont devoir aussi pouvoir s'impliquer sur un changement fondamental, parfois de métier, qui va survenir dans les prochaines années. Tout à fait. Donc pour moi, la première réflexion à faire, c'est au niveau politique. Quand je dis au politique, c'est au niveau du collège et du directeur général et du directeur financier, d'avoir une réflexion sur l'utilisation du potentiel des nouvelles technologies au sein de l'administration. Et je crois que le gros danger, c'est comme dans tout, il ne faut pas faire du digital pour faire du digital.
il faut vraiment se poser la question où est-ce que la digitalisation peut apporter un plus. Et quand j'entends un plus, c'est un plus pour les citoyens, mais c'est aussi ne pas trop compliquer les procédures au niveau du fonctionnement des services. Parce que d'un côté, si c'est pour mettre quelque chose en place qui prend beaucoup plus de temps, ça n'a pas, en tout cas, à mon sens, beaucoup d'intérêt. Toutefois, et je reviens, j'ai déjà mentionné cet aspect-là tantôt, il faut prendre justement cet aspect des communes à géométrie variable. On le sait, la majorité des communes wallonnes sont des communes de moins de 10 000 habitants. Il y a deux problèmes par rapport à ça, c'est le problème des moyens humains et des moyens financiers. Travailler en digitalisation, ça implique un certain nombre de coûts au niveau de serveurs, au niveau justement, si en plus on y met le télétravail, d'outils informatiques qui permettent de travailler à distance, qui permettent de travailler de chez lui de la part du citoyen, des renforcements au niveau de la sécurité des réseaux, des serveurs, et donc on le voit clairement, c'est un certain coût, et paradoxalement, ce coût n'est pas nécessairement proportionnel au nombre d'habitants. Le coût, je vais dire, le coût d'une commune de 30 000 habitants ou de 15 000 habitants au niveau des serveurs et autres est quasi le même. Et donc ça, c'est un premier problème, c'est que les autorités politiques devront peut-être faire des choix à un moment d'orienter certains investissements vers l'informatique et pas vers autre chose. Et ça, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est le choix de l'autorité politique. Deuxième problématique, c'est les moyens humains. Donc, je l'ai dit tantôt, dans une petite commune où il y a un agent qui traite une matière, ce n'est pas nécessairement facile, déjà à ce niveau-là. Et donc, il faut former ces agents à des technologies spécifiques, si l'agent part, il est formé à un programme spécifique, l'agent part, il n'y a plus personne pour le remplacer. Et donc là, c'est vraiment des réflexions à avoir sur la formation et sur la possibilité, en tout cas, de permettre à ces agents de bénéficier des outils nécessaires au point de vue de la formation, j'insiste là-dessus, pour pouvoir utiliser les technologies qui sont mises à leur disposition. Et donc là, il y a vraiment aussi la problématique, Amélie le soulignait, à partir du moment où on est une administration qui fonctionne en grande partie sur du digital, mais il faut un informaticien disponible, que ce soit dans le cadre d'un marché public de services ou en interne, pour pouvoir solutionner les problèmes techniques qui se posent à certains moments. Ça aussi, ça a un coût financier, et ça c'est un autre débat aussi, mais toute la difficulté qu'on a pour recruter certains profils, et on sait pour recruter des informaticiens avec justement les conditions salariales qu'on peut leur offrir, et le fait que nous, on ne sait recruter que sur base du diplôme, et pas éventuellement d'expérience acquise. On sait qu'en informatique, on peut acquérir de l'expérience autrement que par un diplôme. Je dis, parfois, je préfère avoir quelqu'un qui n'a pas un diplôme d'informaticien, mais qui sait manipuler l'informatique, qu'un gradué en informatique qui a 30 ans, qui n'a plus pratiqué son métier. Je dis oui, mais paradoxalement, celui qui n'a plus pratiqué le métier depuis 30 ans, mais qui a son diplôme de gradué en informatique, il pourra bénéficier d'une échelle barémique D9. Par contre, la personne qui a fait une formation d'humanité, qui s'est toujours passionnée à l'informatique, on va pouvoir au maximum lui donner une échelle D4. Et donc là, il y a vraiment toute une réflexion à avoir qui dépasse le cadre de la commune au sens strict du terme. Oui, effectivement, on est confronté justement à cette mutation qui va voir disparaître des emplois ou des qualifications, qui va voir apparaître de nouvelles qualifications, et on peut dire que tous les métiers vont être impactés dans la fonction. Et donc on sent poindre aussi justement dans les pouvoirs locaux, pour être en contact avec eux quasi au quotidien même, c'est la fonction d'RH justement qui est en train non seulement de naître plus dans les pouvoirs locaux, mais aussi à changer et déjà à muter. Et donc par conséquent, dans la fonction RH, on est en train de voir que, au départ, nous avions une gestion administrative du personnel. En fait, on gérait la paye, on gérait les congés, on gérait les absences. Et puis, au fil du temps, on est dans une mutation où on se rend bien compte que la RH, elle a de plus en plus un rôle stratégique. Donc, stratégique en sens où, quelque part, il faut un RH qui puisse accompagner la direction, accompagner les décideurs sur les choix qu'il faut faire en matière de compétences. Et donc, ne fût-ce qu'identifier ces compétences, ce n'est pas chose facile. Ça ne se fait pas n'importe comment, et on ne peut pas croire que les compétences, on les a simplement, ou on les modifie simplement par de la formation. On va plus loin que cela. Et ça, je pense que vraiment, c'est une
une grande orientation qu'on est en train de voir parce que il faudra maîtriser non seulement les compétences, mais aussi les faire entrer dans l'administration. Vous le citiez tout à l'heure. Demain, il faudra d'autres types de profils. Il faudra les sélectionner, il faudra les recruter. On est encore beaucoup dans une fonction publique basée sur des diplômes, comme on l'a dit, mais aussi je pense qu'on est dans une fonction publique, et c'est plus large que la fonction publique locale, où, quelque part, la sélection se limitait parfois à un examen écrit où on teste des compétences techniques. Or, et c'est une évolution liée notamment à cette digitalisation que l'on ressent très fort dans le secteur privé, aussi, où de plus en plus ce sont des compétences transversales qu'on va essayer d'interroger. Et pas simplement par de l'écrit, mais au contraire par de l'entretien oral, parce qu'il faut intégrer la personne, l'agent, le travailleur, dans un contexte. Et il faut donc interroger aussi le contexte. Et donc, c'est vrai que la fonction RH va bénéficier d'outils, c'est toi Amélie qui disais tout à l'heure, on va bénéficier d'outils qui vont permettre de faciliter les processus et autres, mais en même temps, les outils, ils n'ont pas nécessairement une philosophie et une adaptation à la finalité de ce qu'on veut faire, mais c'est souvent créé par des informaticiens, voilà. Et donc c'est vrai que nous, par exemple, au CRF, on essaie de développer des outils qui sont là pour aider les pouvoirs locaux à mettre en œuvre leur politique RH, mais donc effectivement aussi dans l'avenir, il faut qu'on ait des compléments de processus qui puissent être encadrés, mais dans une philosophie bien déterminée. Alors ça, c'est évidemment aussi une nouvelle culture à mettre en œuvre dans les pouvoirs locaux, et donc c'est aussi mobiliser ces compétences, ce qu'on appelle les soft skills, ces soft skills, et donc s'interroger à tous les niveaux aussi. Donc, on n'est pas que sur du management, on est aussi à tous les niveaux d'eux. Et donc, peut-être qu'il y a des concepts anciens qui doivent être revus et remis au jour de cette nouvelle réalité. Alors, je ne sais pas si, à ce niveau-là, vous avez aussi senti ce besoin de donner plus de puissance à la fonction RH, même si, comme tu l'as dit, Fernand, tout à l'heure, on est devant une mosaïque, évidemment, d'entités qui sont totalement différentes. La fonction publique locale et provinciale, c'est environ 600 entités qui ont des tailles différentes, qui ont des objectifs différents. Et donc, par conséquent, je pense que vous êtes aussi confrontés sur le terrain à cela. Et comment le vivez-vous, Amélie? Oui. Donc, juste par rapport effectivement au changement de métier, etc., on sent qu'il y a vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la place d'une gestion administrative, on est vraiment sur de la proactivité maintenant au niveau des profils, il faut rechercher. On a parlé de l'informatique tout à l'heure, de la fonction informatique. Là, tout bêtement, je dirais avant, on parlait d'un informaticien. Maintenant, il y a aussi différents métiers au niveau informatique, que ce soit des gens qui vont gérer les infrastructures vraiment techniques, que ce soit les gens qui vont gérer les données, que ce soit des développeurs, etc. Et donc là aussi, on doit nous adapter et réfléchir à ce qu'on souhaite afin de pouvoir recruter les bons profils. Et donc là, ça demande aussi une certaine veille, que ce soit au niveau des diplômes ou au niveau des formations qui existent, pour pouvoir aller chercher les bonnes personnes, mais tout en essayant d'être relativement compétitif sur le marché de l'emploi, parce que les profils techniques restent des profils très compliqués à recruter. Bon, très clairement, le sujet passionne, il suscite des questions, des réflexions. Quelques premières questions qui nous sont arrivées via le chat. Celle-ci s'adresse à Monsieur Flabat, donc le directeur général de la commune de Waterloo. Question donc, que faites-vous en termes de digitalisation des outils même de la commune? La personne qui nous écrit pense notamment aux outils énergétiques, électricité, chauffage, eau. Est-ce que vous utilisez des softwares ou autres pour rassembler les données et aller vers une commune plus durable? Bon, je ne peux pas rentrer non plus dans les réponses politiques, parce que là, je vais me concentrer vraiment sur les outils qui sont à disposition. Donc nous, on a entamé une digitalisation de l'administration en 2015, si je ne dis pas de mauvaises choses. On a commencé avec tout ce qui était justement de la gestion électronique des délibérations, la gestion électronique du courrier.
en plus de ce qui existait déjà au niveau des logiciels métiers. Donc, pour ne pas le citer, Sivadi, c'était le fournisseur principal de la majorité des communes en logiciel informatique et pour tout ce qui est urbanisme, population, état civil. Donc là, ce qu'on a fait, justement, ces logiciels métiers sont chapeautés par ces logiciels de délibération qui permettent véritablement d'avoir un meilleur fonctionnement, une meilleure coordination et je dis un service pour le citoyen aussi en plus. Il est clair que dans un système passé, quand il fallait faire des compilations de PV sur base de fichiers Word au niveau d'un disque dur, mais la délibération sortait beaucoup plus tard pour le citoyen. Ici, un conseil communal qui se passe le lundi, les délibérations sont à la signature le mardi, voire le mercredi. Ça veut dire que le citoyen, s'il a des documents, il les a le vendredi au plus tard dans sa boîte postale. On a encore malheureusement, souvent sur malheureusement transmission courrier papier, mais ça, ce n'est pas dû aux communes. Idem pour un collège. On arrive à traiter dans les 4-5 jours. On a mis en place toute une série d'autres outils qui sont notamment des outils plus métiers, mais qui permettent une meilleure coordination au niveau de la gestion des travaux et autres, parce que justement, la planification est meilleure. On a mis en place aussi, dans le cadre justement du plan stratégique transversal, on a fait appel à un logiciel métier dans le cadre du plan stratégique transversal, mais qui va plus loin que les fiches PST. On ne fait pas que les fiches PST avec, on fait aussi des fiches projets, ce qui permet, dans ce qui n'est pas dans le PST, d'avoir justement meilleur suivi des échéances et pouvoir les réadapter à tout moment, ce qui est le rôle véritablement de la ligne hiérarchique en accord avec le politique. Et pour répondre à cette question par rapport en matière de développement durable, oui, on a aussi une série d'outils qui commencent à se mettre en place, mais il n'y a pas encore beaucoup d'outils disponibles sur le marché. Je me tourne vers Amélie, mais je ne connais pas vraiment beaucoup pour le moment. Et donc on peut espérer aussi que ce genre d'outils va se mettre en place pour le futur vraiment spécifique, mais déjà dans le cadre des logiciels de gestion de projet, on sait déjà travailler de cette manière-là. Donc en combinant ce qu'on a déjà aujourd'hui, on a déjà moyen de faire quelque chose de correct à ce niveau-là. Mais encore une fois, ça nécessite des ressources humaines et financières, parce que comme le disait, je rebondis là sur ce que dit Amélie, indépendamment de la connaissance technique d'une personne par rapport, par exemple, en matière d'énergie, pour avoir un gradué en construction, je prends gradué, c'est justement une personne qui a peut-être 45 ou 50 ans aujourd'hui, qui est très pointue dans son domaine, mais si elle ne maîtrise pas l'outil informatique sur le côté, ça risque de poser problème aussi. Mais donc on essaie au maximum de digitaliser ce qu'on peut faire. Alors encore une question plutôt technique, pourquoi travailler avec des serveurs et ne pas s'orienter vers le cloud ? Il y a les deux, donc c'est des réflexions qu'il faut avoir avec les informaticiens. Donc de toute façon, quand on a des serveurs, on travaille avec des backups qui ne sont pas nécessairement situés au même endroit, pas aller plus loin. Donc le cloud est aussi possible, mais bon, nous on travaille avec un mix des deux. D'accord. On a vu que vous échangez beaucoup entre communes. Une question justement qui porte sur ce sujet-là. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'envisager un outil commun avec un plan de formation global à l'ensemble des communes ? C'est toute la problématique, on l'a dit tantôt, c'est la problématique de la formation. Je reprends encore un autre exemple, les marchés publics. On demande à un agent qui fait des marchés publics d'être bon en droit. Il doit avoir une bonne connaissance du droit des marchés publics. Il doit être bon en gestion administrative, parce qu'on sait que les marchés publics, c'est aussi de la gestion administrative à côté de la gestion juridique des choses. Mais on lui demande aussi de pouvoir utiliser un logiciel. Je vais citer 3P parce que c'est celui qui est appliqué, d'application dans la majorité des communes. Mais aussi maintenant de maîtriser les outils de marché public électronique. Et donc, on demande à quelqu'un, effectivement, d'avoir une connaissance juridique, une connaissance administrative et une connaissance aussi informatique. Et donc, il est clair que c'est probablement, à l'avenir, des questions à se poser. Et Pierre Petit est bien plus compétent que moi en la matière, mais c'est effectivement déjà été abordé. Est-ce qu'on recrute quelqu'un pour sa connaissance à un moment donné, du moment où on le recrute, ou est-ce qu'on recrute quelqu'un parce qu'il a la capacité de pouvoir s'adapter ? Et donc là, probablement, c'est ce que je disais tantôt, dans une petite commune où le seul agent qui traite l'urbanisme du jour au lendemain part, s'il n'y a pas une formation qui est disponible quelque part à un moment, mais ça va poser problème pour recruter quelqu'un. Parce que même si la personne est la plus compétente au monde en matière d'urbanisme, si elle ne sait pas utiliser l'outil informatique, ça va poser un problème. Et donc oui, il y a probablement une réflexion globale à avoir sur les offres de formation permanentes qui doivent s'offrir aux agents. Alors, très rapidement, encore une dernière question, même si le sujet a déjà d'ailleurs été abordé un peu par M. Flabat. Elle s'adresse à Mme Debroux. Vous avez cité 4 impacts, mais est-ce qu'il ne faut pas envisager directement un 5e impact qui concerne la relation entre le citoyen et l'administration locale ?
Ah, tout à fait. Et donc, quand je disais tout à l'heure que le citoyen devait vraiment rester au centre, faire du digital pour simplement faire du digital parce qu'on en fait et pour faire comme tout le monde, je pense que ça ne sert strictement à rien. Et donc, du coup, il faut partir du besoin de la base qui est finalement le besoin du citoyen et pouvoir mettre ces outils à disposition. Mais attention de ne pas tomber non plus, et Fernand l'a évoqué tout à l'heure et Pierre Petit aussi, au niveau de la fracture numérique, on continue à avoir ce besoin de proximité aussi, et donc on doit rester le pouvoir local est un pouvoir de proximité, et ce contact avec ce citoyen qui vient chercher sa carte d'identité, qui passe la porte de la commune, qui rencontre les agents, il est primordial, et pour eux, mais pour nous aussi, parce que ça donne tout le sens à notre métier. D'accord. Garder un peu mêler le virtuel et le présentiel. Pierre Petit, je vous laisse la parole pour la suite de la présentation. Merci beaucoup. Eh bien, justement, on vient de parler de formation. Voilà, un bouleversement. On l'a vu, il y a des compétences techniques à avoir, il y a des compétences transversales. Il y a à aborder les choses d'une manière nouvelle parce que c'est une réalité qui dépasse bien les pouvoirs publics locaux. Les entreprises sont aussi confrontées à une autre façon d'aborder les choses. Et je crois que la plus à même, justement, d'en parler, c'est Odile Dupont du Forum, qui est passionnée par le sujet et s'implique au quotidien dans le sujet. Et donc, comment, Odile, aborde-t-on cette transformation digitale et notamment particulièrement au niveau de la formation? Alors, en vous entendant parler, c'est vrai que m'est venu tout de suite, évidemment, à l'esprit tout le travail que nous faisons actuellement au niveau de la Wallonie, avec des projets quand même assez intéressants qui sont les projets Start Digital, par exemple, où le principe est évidemment d'essayer de faire monter en compétence tout citoyen, quel qu'il soit. Et pour faire ce travail-là, on s'appuie sur un référentiel de compétences digitales, donc le référentiel DigComp, et c'est très intéressant de voir en quoi ce référentiel peut vraiment s'adapter à tous les besoins qui ont été identifiés, qui ont été mis en avant ici. Je vais citer simplement les 5 catégories de compétences qui sont travaillées grâce à ce référentiel de compétences. Ce sont le traitement de l'info et les data. Donc il est clair qu'aujourd'hui, une commune ou n'importe quelle entreprise va avoir à travailler, à utiliser les datas qu'elle recueille. Tout ce qui tourne autour de la communication et de la collaboration. On voit bien aujourd'hui qu'on utilise Teams, on utilise Zoom, mais on essaye de faire du blended aussi, d'être un peu chez soi, Et donc il y a tout un travail de gestion d'équipe, de travail en équipe, de communication avec l'équipe qui doit se faire via des outils numériques aussi. Tout ce qui tourne autour de la gestion des contenus numériques, on a évoqué en effet certains aspects. À partir du moment où une commune, j'ai entendu WhatsApp, ben oui, voilà, on doit éventuellement gérer son image au travers des réseaux sociaux. Tout ce qui tourne autour de la sécurité, bien évidemment, à partir du moment où on a des données, où on a des informations personnelles à gérer, ben, il y a toute la problématique de la sécurité qui doit être travaillée, qui doit être maîtrisée certainement. Et alors, une catégorie qui est vraiment très intéressante par rapport à la situation que nous vivons, c'est la résolution de problèmes. On s'est trouvé il y a un an dans un énorme problème qu'il fallait gérer, et donc le numérique a aussi sa part dans cette catégorie évidemment de résolution de problèmes. Et donc quand je vous entends parler, il est clair que non seulement les agents communaux doivent être formés, doivent acquérir ces diverses compétences, mais il faut évidemment, bien sûr, en tant que commune, s'intéresser à ses citoyens. Les citoyens sont là, et s'ils sont trop éloignés de ces compétences-là, ils n'adhéreront certainement pas à ce que vous allez mettre en place. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, je me suis un petit peu penchée sur ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée. Il est clair aujourd'hui que la formation, en un an, a vécu une certaine mutation. Mais cette mutation, elle n'est pas arrivée de rien. Ça fait 15 voire 20 ans qu'on travaille à la mutation de la formation. Alors c'était parfois assez
assez difficile à mettre en œuvre, il y avait beaucoup de résistance au changement, et donc c'est vrai que la crise n'a fait que venir accélérer le changement. Mais le changement, pour moi, il n'est pas complet, parce qu'en un an, qu'est-ce qu'on a surtout fait? On est passé de solutions, je dirais, présentielles à du présentiel à distance. Parfois éventuellement avec donc du blended learning où on vient un petit peu en formation ou bien on est dans des mini-salles éventuellement. Et puis le reste, on le fait en présentiel à distance, donc le formateur est là et il est un petit peu comme nous le sommes aujourd'hui dans une situation de vidéoconférence. Alors ces solutions-là, elles sont intéressantes, disons qu'elles ont permis de gérer la crise, de gérer le problème. Maintenant, il va falloir passer à autre chose, parce qu'on se rend bien compte, on entend régulièrement les étudiants, les enseignants qui disent on n'est pas satisfait de cette solution, c'est vraiment pas bon, on n'apprend pas, les élèves disent moi je veux retourner en classe, etc. Et donc il y a vraiment tout un changement complémentaire qui va devoir être amené. On peut voir émerger certaines choses déjà depuis plusieurs années. La vidéo, elle est devenue incontournable. Qui est-ce qui aujourd'hui, pour faire une recette, pour bricoler dans son jardin ou dans sa maison, ne va pas chercher la vidéo sur YouTube qui va lui apprendre? Il y a toutes les solutions de micro-learning aussi, le just-in-time. À partir du moment où on est dans un métier, dans une fonction, on a régulièrement des nouvelles choses à apprendre, puisque ce métier, cette fonction, elle évolue tout le temps. Et donc, il y a pas mal de solutions qui aujourd'hui émergent et qui permettent soit d'apporter le petit morceau de formation au moment où il le faut, aussi dans le cadre, par exemple, de l'intégration de nouveaux agents. Aujourd'hui, c'est un élément excessivement important, évidemment. Intégrer un nouvel agent, je ne sais pas comment certaines entreprises ont pu le faire, mais en étant dans cette situation de crise, ça a dû être assez difficile si rien n'était prêt pour intégrer ces nouveaux agents. Alors, on voit aussi quand même pas mal de diversification des acteurs de formation. Si vous allez sur LinkedIn aujourd'hui, vous voyez que LinkedIn, il a une offre de formation à distance. Voilà, ce sont des choses qui apparaissent. Donc, formation, oui, mais c'est où je veux, quand je veux, et donc ça doit être sur un smartphone, ça doit être sur une tablette, ça doit être sur son PC, avec toute la problématique évidemment des équipements. Voilà donc plusieurs éléments. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'au cours de cette année donc de crise, les communes sont venues chercher un certain nombre de thématiques. Elles sont venues chercher des formations sur le RGPD, le Règlement général de protection des données, sur la gestion de projets à distance, les outils collaboratifs, l'animation de réunions en ligne, clairement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, l'organisation de webinaires éventuellement, gérer son image via les médias sociaux. Ça, ce sont des thématiques qui ont été beaucoup données aux communes, ou en tout cas demandées par les communes. Pour moi, il y a quelques nouveaux défis aussi qui vont apparaître. On a déjà évoqué aujourd'hui le télétravail, la formation à distance, ça ne satisfait pas nécessairement tout le monde. Et puis, il y a cette problématique de comment maintenir, entretenir un esprit d'équipe en télétravail. Comment on va faire renaître éventuellement la créativité? Combien de fois est-ce que, moi, au cours de cette année-ci, je me suis dit, mais non, si j'avais été là avec mes collègues de temps en temps, mais on peut échanger, on peut discuter, ça fait de la créativité. La tasse à café que l'on boit ensemble ou même le petit apéro qu'on boit ensemble. Voilà, ça ce sont des choses qui sont vraiment essentielles. Donc, il faudra aussi tenir compte, et je l'ai évoqué avec le citoyen, mais je pense qu'il faut absolument impliquer, et je pense que c'est Madame qui l'a évoqué, impliquer tous les acteurs. Pas seulement prendre des décisions au niveau du management, non, c'est voir avec tous les acteurs, toute la chaîne d'acteurs, y compris le citoyen, ce que l'on peut éventuellement faire pour apporter les services adéquats. Ça, ce sont des éléments pour moi essentiels. Bien sûr, il y a des défis liés au cadre de formation. Il y a quelques éléments, mais qu'on connaît déjà depuis pas mal d'années. À partir du moment où vous faites une formation à distance, il faut avoir le matériel adapté pour suivre la formation. Il faut être capable de planifier son temps de formation dans son temps de travail. Ce sont des éléments, bien sûr, importants. Le soutien de la hiérarchie.
il faut que la formation ait du sens pour la personne. Il faut qu'elle sache que ce qu'elle va suivre, ce qu'elle va apprendre de nouveau sera valorisable et sera intéressant dans sa fonction, dans son métier. L'accompagnement donc du management est essentiel. Une dernière petite chose, et ça revient à ce que Pierre disait à propos donc des soft skills. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, il le sait bien, j'aime bien parler de compétences transversales. Les compétences transversales étant celles qui sont essentielles à tous les métiers, toutes les fonctions, que ce soit en tant que professionnel, même en tant que citoyen aujourd'hui, on voit bien que ces compétences-là, elles sont essentielles pour tout le monde. Eh bien, il faut absolument que ces compétences techniques, en général, il y a des titres de compétences, il y a des certificats, mais les compétences transversales, par contre, il faut absolument qu'elles soient valorisées, qu'elles soient reconnues, et qu'on amène donc, comme le disait Pierre, à expliquer, à aider les agents à expliquer ce qu'ils font, comment ils le font, et à pouvoir quelque part constituer leur portfolio de compétences pour pouvoir être mobile au sein d'une administration locale qui est certainement soumise et qui sera de plus en plus soumise à des changements, à des modifications de travail. Donc, on le voit, le télétravail, c'est vraiment, je le disais tout à l'heure, ce qui cache la forêt de la digitalisation. Et je pense qu'on doit parler vraiment de transformation digitale. Et justement, il ne faudrait pas que le digital cache aussi la forêt. Parce qu'en fait, dans la transition digitale, je pense que le mot le plus important, c'est la transformation. Et quelque part, bien évidemment, il faut qu'on adapte les compétences, je vais dire, techniques et technologiques, digitales des agents, mais pas que. On va aller beaucoup plus loin. Et une des caractéristiques de la fonction publique locale, qui représente environ 120 000 agents, entre 110 000 et 120 000 selon les recrutements qui ont lieu ou les départs, 40% sont des agents qu'on appelle de niveau E. Alors, c'est quoi niveau E? Ce sont les agents les moins qualifiés. 40%, c'est donc énorme. Et donc, quand on parle de compétences initiales qui ne sont pas que des compétences techniques, d'upgrader les compétences techniques en interne, et en même temps d'avoir des compétences qui puissent être adaptables selon une certaine mobilité interne, et je ne parle pas de la mobilité externe, en fait ce sont les termes qu'on lit beaucoup maintenant, de upskilling, reskilling, cross-skilling et autres. Et donc croire que ça va concerner les autres mondes que le monde des pouvoirs locaux, ce serait une erreur fondamentale à ne pas commettre. Alors j'aimerais ici justement encore vous reciter Yuval Noah Harari. Rassurez-vous, ce n'est pas mon livre de chevet quotidien, mais enfin je trouve qu'il a des aspects intéressants qu'il développe. À court terme, ou tout au moins, il est peu probable que l'intelligence artificielle et la robotique éliminent complètement des industries entières. Les postes de travail nécessitant une spécialisation dans une gamme étroite d'activités routinières seront confiés à des automates. Mais tous ces nouveaux emplois exigeront probablement de hauts niveaux d'expertise et ne résoudront donc pas les problèmes des travailleurs non qualifiés sans emploi. Malgré l'apparition de nombreux emplois nouveaux, nous pourrions donc assister à l'essor d'une nouvelle classe, entre guillemets, inutile, et souffrir à la fois d'un chômage élevé et d'une main-d'œuvre et d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Beaucoup pourraient connaître le sort non pas des cochers du XIXe siècle reconvertis en taxis, mais des chevaux qui ont été de plus en plus chassés du marché du travail. Si ce n'est que dans ce cas-ci, ce ne sont pas des chevaux qui vont être concernés, mais bien des milliers et des milliers d'êtres humains. Et donc, ça vaut vraiment la peine qu'au-delà justement du télétravail, on se préoccupe de cette transformation digitale qui va avoir lieu, en ce compris dans les pouvoirs locaux.
Bien, eh bien, les questions continuent à arriver sur le chat. On a parlé vidéo un tout petit peu avec Madame Dupont. Une question qui s'adresse ici aux directeurs généraux présents de ANU et de Waterloo. La diffusion en ligne des réunions des conseils communaux et provinciaux rapproche le citoyen des lieux de diffusion. Est-ce que vous y êtes sensible et comment vous vivez cela ? Alors, je souris parce qu'avant cette fameuse crise sanitaire qui nous a obligés à diffuser nos séances du conseil communal, ça a été le débat. Donc, on a travaillé beaucoup en commission avec les conseillers communaux de savoir est-ce qu'on investit dans un système qui nous permet de diffuser en ligne le conseil. Il faut savoir qu'à ANU, en moyenne, on a 4 personnes dans le public. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, de nouveau, pour 16 500 habitants. Il y a des communes où il n'y a personne. Oui, voilà. Et il y a des plus petites communes où il y a beaucoup plus de monde. Donc, voilà, je crois que c'est un peu relatif aussi, voilà, la sensibilité de la population, etc. Mais donc, ici, on a eu l'opportunité. Donc, très vite, nous, on est passé en séances virtuelles, en fait, qui ont été diffusées parce qu'on n'avait pas de locaux qui pouvaient nous accueillir, etc. Et donc, je pense que le conseil communal, quand on a repris, ça devait être en mai, a été diffusé sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'intéressaient à notre conseil et on constate que les statistiques augmentent de conseil en conseil. Et donc là, je crois qu'il va vraiment falloir, quand on sera sorti de la crise et qu'on va revenir en présentiel, se reposer de la question de cette opportunité de diffusion qui permet quand même au niveau démocratique un accès beaucoup plus facile aux citoyens que de se déplacer jusqu'à l'administration pour venir assister à un conseil. Donc voilà, mais là, de nouveau, ce sera une décision qui sera une décision politique. Monsieur Flabas, c'est quelque chose que vous avez constaté aussi à Waterloo ? Je n'ai pas les statistiques en tant que telles, mais c'est clair que c'est plus facile pour le citoyen de pouvoir suivre un conseil communal en ligne. Maintenant, toute la difficulté qu'il y a aussi d'un conseil communal, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus souvent quand j'interviens, mais si ce n'est pas du tout que ma casquette de directeur général de Waterloo, c'est plus globalement, un conseil communal, ce n'est pas non plus un parlement, en ce sens qu'un parlement, il va légiférer sur un certain nombre de lois ou de décrets en fonction du niveau de pouvoir où on se situe, et il ne travaille pas sur des actes de pure gestion en tant que tel de la région ou de l'État fédéral. Je ne suis pas sûr que le citoyen est nécessairement très attiré par les caractéristiques d'un camion qu'on achète pour la voirie ou d'un terrain qu'on vend, je ne sais pas, au niveau de la commune, peu importe, qu'on achète. Je crois que c'est un peu la difficulté aussi de suivre pour le citoyen. Un citoyen qui doit suivre un débat d'un conseil communal sans nécessairement connaître le dossier, c'est pas évident. On parle d'un cahier des charges, je prends vraiment des exemples qui me viennent en tête, l'achat d'un camion, de vêtements de travail pour les ouvriers, on parle éventuellement du statut administratif des agents. Et je me dis parfois, mais c'est vraiment une réflexion qui n'engage que moi, la personne qui voit ça à distance, elle se demande de quoi on peut discuter. Par contre, effectivement, quand on discute d'un règlement de taxe ou d'un règlement d'organisation d'occupation d'un piscine ou d'un hall sportif, là, effectivement, il peut y avoir un débat où le citoyen va directement comprendre l'implication. Il va directement voir je vais dire, l'implication avec lui. Et donc, c'est un peu, mais ça, c'est vraiment une réflexion personnelle, j'insiste, la difficulté de ce qui est diffusé en ligne, que le citoyen est plongé dedans, parfois il se demande vraiment de quoi on parle, avec la difficulté, parfois même pour des personnes déjà avisées, de comprendre la spécificité des marchés publics ou autres. Je n'ose même pas imaginer pour un citoyen qui n'est pas du tout aguerri par la question. Est-ce qu'on pourrait imaginer des débats thématiques de façon peut-être périodique, ou lorsqu'un dossier très engageant se pose dans une commune, qu'il s'agisse d'environnement, quel que soit le plan communal de mobilité, par exemple, ce genre de choses qui peuvent, je pense, sans doute concerner là une partie importante de la population, qui effectivement a certainement des difficultés à se retrouver dans les arcanes administratives de tel ou tel dossier. Mais ça se fait déjà, il y a pas mal de procédures qui prévoient déjà que le citoyen doit être entendu, consulté, il peut poser ses questions sur base de certains débats. Et de mon côté, moi j'ai une autorité politique qui organise régulièrement le collège rencontre les citoyens par quartier. Et donc ça se fait déjà dans mon ancienne commune aussi, ça se fait dans pas mal de communes. Et donc je crois que l'autorité politique est fort sensible à ça quand même, d'avoir aussi l'avis du citoyen. Mais ce que je dis simplement, c'est que oui, effectivement, dans le cadre d'une thématique ou autre, ça peut être intéressant pour le citoyen, il y a vraiment une plus-value pour lui. C'est ce que je revenais tantôt sur la digitalisation, c'était mon premier propos, c'est la plus-value pour le citoyen et véritablement
est enrichissant dans les deux sens. Et donc là, je crois effectivement, mais ça se fait déjà, des discussions thématiques imposées parfois par les dispositions décrétales ou autres, ou du choix d'autorités politiques de rencontrer ses administrés, c'est quelque chose qui répond, je crois, plus facilement aux besoins des différents habitants. Alors une question qui complète un peu une question qu'on a eue tout à l'heure déjà sur le chat, elle s'adresse à Madame Debroux. Est-ce que votre commune, donc à Nu, est-ce qu'elle a mis en place quelque chose en place pour monitorer son énergie et éviter le gaspillage ? Alors, on n'a pas un outil, un programme comme clé sur porte, mais par contre, dans le cadre du plan climat, la province a mis à notre disposition, donc on a élaboré un plan climat, je pense que c'était il y a 2 ans, et donc pour monitorer nos consommations et autres, on a c'est bêtement, c'est pas bêtement, parce qu'il y a moyen de faire de belles choses aussi avec des fichiers Excel, hein, donc en Excel, avec des formules et autres, il y a moyen de développer toute une série de choses. Et donc, on a pour le moment cet outil qui nous permet d'analyser les consommations. Alors, c'est les consommations du passé. C'est vrai qu'on a en projet de pouvoir à un moment avoir quelque chose qui nous permet de détecter les anomalies en temps réel, mais c'est pas encore mis en place malheureusement. Et c'est tout l'intérêt aussi. Je parlais tout à l'heure, je pense, de stratégie numérique. Sur le marché, il existe beaucoup de possibilités, énormément de choses. Voilà, on a beaucoup de sociétés qui viennent frapper aux portes des communes en voulant nous vendre des programmes qui sont souvent très sexy, je vais dire, et où on se dit, bah oui, tiens, pourquoi pas. Je me souviens, il y a quelques années, où on était venu nous présenter un programme pour signaler les anomalies sur les voiries, très intéressant. Mais à l'époque, j'avais vraiment un problème d'interface chaise-clavier. C'est souvent un problème au niveau du digital, hein, et donc il faut aussi que les agents soient prêts et que l'institution soit prête à accueillir ce type d'outils-là, d'où l'importance vraiment pour moi d'avoir une vision de vers où on veut aller et de mettre les outils progressivement en place en analysant de nouveau, je le répète, vraiment nos besoins. Ça complète la question suivante. Élargit encore un peu plus, papa, par rapport à la réponse que vous venez de donner. La question, c'est qu'est-ce qu'il en est des outils connectés en matière de gestion du patrimoine communal ? Ça s'adresse à nouveau plutôt là aux 2 directeurs généraux. Je ne sais pas qui de vous reprend la main ? Mais donc, chez nous, les outils connectés en matière donc, quand j'entends gestion du patrimoine communal, c'est au niveau de les cimetières, les voiries, par exemple. Oui, et donc, on a des choses qui existent, mais qui sont sous-utilisées pour le moment, vraiment. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un gros problème. Et je rebondis sur la formation et sur l'opportunité. On met des choses en place, parfois en ayant trop le nez dans le guidon, en ne prenant pas le temps suffisant de pouvoir vérifier que nos agents ont les compétences en interne, où est le temps de se former, parce que ce temps de formation, il devient vraiment primordial maintenant, et on l'oublie souvent. Je sais que quand je viens vers mes agents en disant allez, là maintenant on va suivre une petite formation, on en a bientôt une en gestion de projet et on se réjouit, mais je vois bien que c'est des choses qui sont difficiles à caser dans les agendas. Or il est vraiment primordial au niveau du management, si on veut pouvoir avoir une certaine agilité, hein, le mot agile revient beaucoup pour le moment, il faut que nos administrations s'adaptent, c'est pas toujours évident avec les procédures, mais c'est des mots qu'on utilise beaucoup dans le privé et on remarque que souvent ce qu'on utilise dans le privé, ça arrive à un moment dans le public, et donc l'agilité dont on doit faire preuve au niveau du service public, il faut qu'on puisse prendre le temps, et je crois que ce temps, malheureusement, parfois faute de moyens humains, on n'a pas toujours le temps nécessaire que pour y consacrer. En tout cas, le management doit vraiment prendre ça en considération pour pouvoir être efficace et efficient. Monsieur Flobat ? De notre côté, un peu comme à Nu, donc on a mis en place toute une série d'outils qui sont en train de tout doucement de prendre de l'importance. Bon, malheureusement aussi on est retardé avec cette crise Covid qui fait qu'on n'a pas nécessairement les agents à disposition comme on veut à tout moment. On ne sait pas non plus rentrer dans les bâtiments communaux quand les enfants sont présents ou autres. Mais bon, ce qu'on commence à faire, c'est une cartographie véritablement de tous nos bâtiments qui vont être pris en point de vue digital, entre guillemets, pour faire simple. Et donc, on a vraiment cet objectif de pouvoir avoir une maîtrise totale de l'ensemble de notre patrimoine. Et ça, les outils existent, mais encore une fois, comme le disait très bien Mélie, c'est coûteux. Il faut bien vous rendre compte qu'un simple scanner pour
pour un géomètre, pour pouvoir scanner une place, je vais dire en 360 degrés, c'est quasi le prix, c'est plus cher qu'une voiture de luxe parfois. Donc honnêtement, quand vous voulez du matériel ad hoc, encore une fois, on revient là-dessus, c'est le coût financier par rapport à ça et la formation qui va avec aussi. Alors justement, en parlant de coûts financiers, c'est la transition naturelle vers la question suivante. Est-ce qu'on a une idée de la rentabilité de la numérisation ? Ça dépend ce qu'on entend par rentabilité financière. Je crois que personne n'a encore fait véritablement d'études là-dessus. Je crois que la rentabilité, pour moi, je reviens à mon début de mon exposé, c'est l'intérêt aussi pour le citoyen. Je crois qu'on est dans un monde, un principe de base, c'est ce qu'on appelle, c'est pas une loi, mais c'est la loi de la mutabilité pour les services publics. Donc le principe, c'est que le service public doit s'adapter aux évolutions technologiques, aux évolutions sociétales et aux besoins des citoyens. Force est de constater que le citoyen d'il y a 25 ans d'ici n'est pas citoyen d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui on dit à quelqu'un, aux jeunes en tout cas, vous ne prenez plus votre smartphone pour faire vos virements bancaires, mais vous devez retourner à la banque, déposer un papier, comme j'ai connu quand j'étais petit, où c'est le banquier qui encodait lui-même la transaction bancaire, ou va attendre le relevé bancaire une semaine après ou un mois après pour savoir si le paiement avait été fait, je crois que tout le monde refuserait d'avoir ce genre de système. Donc il y a eu une évolution, on doit véritablement souscrire à cette évolution. Pour moi, oui, il y a une rentabilité. Alors, est-ce qu'il y a une rentabilité financière ou pas? Ça, je ne peux pas vous répondre. Pour moi, il y a une rentabilité en ce sens, je l'ai dit tantôt, je prends ne fût-ce que la gestion électronique des délibérations fait que le citoyen a la délibération qui lui est communiquée dans un délai beaucoup plus bref. Il y a le fait aussi, je prends cet exemple-là, je vais me mettre là du côté du management. Le directeur général dans une commune, avec le directeur financier, doivent assurer le contrôle interne et justement disposer d'outils, et je suis du PST, disposer d'outils informatiques qui permettent à un directeur général d'être sûr et certain que les délibérations ont été, sorties au moment voulu, que tout a été fait correctement parce que le système informatique permet de le constater, avoir des outils pour suivre le plan stratégique transversal pour se rendre compte effectivement que toutes les étapes, les échéances qu'on a mises sont respectées, à condition bien sûr que les agents en code, ça on est bien d'accord, mais c'est comme dans tout, permet à mon sens d'avoir une véritable rentabilité. Bien alors une question, je dirais un peu plus globale. Dans le cadre des engagements européens et de la Belgique et de la Wallonie en matière de réduction des émissions de CO2, est-ce qu'il y a déjà une prise en compte du poids en termes d'émissions CO2 par rapport à la digitalisation des services publics ? Je vois Madame Dobroux qui a envie de répondre. De nouveau, je souris parce que pendant la crise, maintenant je ne suis plus qu'à une fois par semaine, mais tous les jours, en fait, j'ai envoyé un courriel à mes collaborateurs le matin, qui s'appelait d'abord Covid et puis Printemps. Et donc, cette problématique du poids finalement des courriels, de tout ce qu'on peut, enfin des photos qu'on peut envoyer, etc. Je crois que les gens n'ont pas encore toujours conscience de ça. Et alors, je me souviens, j'avais ma conseillère en environnement qui m'avait sensibilisée à cela. Et donc, j'avais fait une newsletter spéciale où j'invitais vraiment les agents à nettoyer leur boîte mail. Pendant la crise, on en a aussi profité pour... il fallait que tout le monde puisse se mettre au travail. Et parfois, justement, c'est l'occasion de prendre le temps de faire des choses qu'on ne faisait pas. Donc, on a aussi fait un gros nettoyage sur le serveur. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui va aussi venir et dont on doit être conscient, c'est le poids. Quand on envoie un mail, je ne sais plus combien c'est de CO2, mais parfois on envoie un mail juste pour répondre un OK ou ce genre de choses. Non, c'est peut-être pas nécessaire. On pollue sans le savoir. On pollue sans le savoir, ou même on décide de se dire on va se faire un petit one-to-one en vidéoconférence, alors que finalement avant c'était un coup de fil, quoi. Et donc là il y a une petite conscientisation effectivement au niveau environnemental à avoir. Bien, alors une dernière question, et on l'a déjà un peu abordé au fil des différentes présentations, mais s'il fallait résumer les enjeux au niveau des métiers et de la nomenclature des emplois. Vaste débat, vaste question. Pierre Petit ? Oui, parce qu'en fait, si on est dans la fonction publique locale, c'est une intersectorielle par essence même. On trouve tous les métiers dans la fonction publique locale, puisqu'on traite aussi bien d'hôpitaux que de déchetteries, que d'état civil et autres. Donc, c'est clair que cette digitalisation va être à géométrie variable sur les emplois. Ça va les impacter fondamentalement. Et on citait tout à l'heure
tout simplement, l'histoire des mails, c'est une compétence qui va être transversale pour tout le monde. Et donc, il va falloir l'aborder sur deux aspects, s'adapter justement aux nouveaux emplois, voir les compétences qu'il manque et comment les combler dans un système un peu concurrentiel général, mais où aussi, comme le disait Fernand, on ne peut pas se permettre demain d'être dans un système où on aura un smartphone qui permet de faire tout plein de choses et que pour le secteur public, on devrait se déplacer pour éventuellement aller déposer un virement. Bien, mais je crois que ce sera en tout cas provisoirement le mot de la fin. Un débat très riche, beaucoup de questions, on l'a vu, beaucoup de réflexions arriver sur le chat. Smart City Wallonia va continuer cet après-midi. On se retrouve à 14h avec une thématique qui fait régulièrement la une de l'actualité. La 5G, elle suscite un large débat. Nous en parlerons avec plusieurs invités. Rendez-vous à 14h.